Dans une ville couverte de neige, où les murmures pèsent plus lourd que les preuves, une femme marche seule, droite, malgré les regards qui la condamnent. Un enfant confie un vœu à une simple feuille de papier, sans savoir qu'il réveillera un destin endormi, et un homme, puissant mais marqué par le silence, franchit une porte qui changera tout. Ici, l'amour n'est pas un refuge facile, mais un choix risqué, une promesse faite sous le poids du scandale et de l'injustice. Quand le devoir affronte le désir, quand la vérité menace de tout détruire, rester devient l'acte le plus courageux. Installez-vous, laissez-vous emporter par cette histoire, et abonnez-vous au canal pour nous aider à atteindre les 1000 inscrits et faire grandir ensemble ces romances inoubliables. Lyon, hiver 1902. La neige tombait sur la ville comme un silence épais, adoucissant les angles des toits et étouffant le bruit des pas sur les pavés. Les vitrines de la presqu'île brillaient de soie et d'or, tandis que sur les pentes de la Croix-Rousse, le froid s'insinuait dans les murs et dans les eaux. C'était une Lyon partagée entre l'opulence et l'effort, entre les salons chauffés et les ateliers qui respiraient la fatigue. C'est là que vivait Marguerite Morel. Elle rentrait tard ce soir-là, les doigts encore engourdis par les aiguilles et le fil. Sous son manteau de laine sombre, trop mince pour l'hiver mais impeccablement raccommodé, elle avançait avec une dignité que rien ne semblait pouvoir plier. La neige s'accrochait à ses bottines, ourlait le bas de sa jupe et blanchissait le rebord de son chapeau modeste. Marguerite marchait vite, non par impatience, mais par habitude, comme si la vie exigeait toujours d'elle un pas de plus. Dans l'atelier qu'elle venait de quitter, on l'avait à peine regardée. La cliente avait effleuré la soie qu'elle avait cousue des heures durant, puis avait dit, sans lever les yeux, « C'est correct », un mot sec, sans gratitude. Marguerite avait incliné la tête, comme toujours. Elle avait appris que la fierté, pour une femme seule, devait être silencieuse. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son logement, une chaleur modeste l'accueillit. Le poêle ronronnait doucement. À la table de bois, son fils levait déjà les yeux vers elle, ses joues rougies par le froid, son regard plein d'une attente qu'elle connaissait trop bien. « Tu es rentrée tard, maman. » Sa voix était douce, sans reproche. Marguerite posa son panier, ôta ses gants, et sourit comme si le monde n'avait pas pesé sur ses épaules toute la journée. « Un peu, mon cœur, il fallait finir une commande. » Elle s'approcha de lui caressa les cheveux, et déposa un baiser sur son front. Ce geste, répété chaque soir, était leur rituel, leur promesse muette que, quoi qu'il arrive dehors, ici, ils étaient ensemble. À l'école, la maîtresse a parlé de Noël, dit-il en hésitant. Marguerite se figea à peine, juste le temps d'un souffle. Noël avait toujours été un mot délicat dans leur maison, chargé d'une joie retenue et d'une inquiétude secrète. Ah oui? Et qu'a-t-elle dit? Qu'on allait écrire un vœu pour que le ciel l'entende. Il la regardait en disant cela, comme s'il cherchait sur son visage la permission de rêver. Marguerite détourna les yeux un instant pour ajouter du bois dans le poêle. Elle connaissait ce regard, elle connaissait cette attente dangereuse. « Les vœux sont des choses sérieuses, » répondit-elle doucement. « Il faut les écrire avec le cœur. » Il hocha la tête, pensif. Marguerite posa sur la table une soupe encore fumante. Ils mangèrent en silence, un silence habité, fait de petites attentions et de gestes économes. Elle lui raconta sa journée en choisissant les mots les plus simples, ceux qui ne faisaient pas peur. Il l'écouta avec une gravité qui la touchait toujours. Plus tard, lorsqu'elle se mit à repriser un manteau d'enfant, elle le vit, à la lueur de la lampe, prendre un bout de papier. Il écrivait lentement, la langue légèrement sortie entre les lèvres, concentrée comme pour un secret. Marguerite n'osa pas demander. Elle respectait les silences de son fils comme elle aurait voulu que le monde respecte les siens. Le lendemain, la neige était plus épaisse encore. Dans la cour de l'école, les enfants riaient, lançaient des boules blanches et parlaient à voix haute de ce qu'ils avaient écrit. Certains évoquaient des jouets, d'autres des friandises. Le fils de Marguerite, lui, plia soigneusement sa feuille. Il la regarda une dernière fois, comme on regarde quelque chose qu'on confie au destin, puis la glissa dans la boîte en bois,
installée près de l'entrée. La boîte des vœux. Elle était simple, presque austère, mais aux yeux des enfants, elle contenait des promesses plus grandes que la ville elle-même. Lorsqu'il s'en éloigna, le garçon sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait écrit. Dans l'après-midi, Marguerite livra une autre pièce de soie dans un immeuble bourgeois. L'escalier était large, chauffé, orné de tapis épais. Elle se sentit, comme toujours, à sa place et hors de sa place à la fois. En redescendant, elle entendit deux femmes murmurer derrière un éventail. Elle ne distingua pas les mots, mais elle en reconnut le ton. Elle serra les dents et continua. Ce soir-là, alors qu'elle bordait son fils, il lui demanda soudain « Maman, tu crois que quelqu'un peut rester pour toujours ?» Elle le regarda, surprise par la gravité de la question. Elle s'assit au bord du lit, prit ses petites mains dans les siennes. « Rester, ce n'est pas seulement être là, » répondit-elle avec soin. « C'est vouloir être là, tous les jours. Et si on veut très fort ?» Marguerite sentit une brûlure dans sa poitrine. Elle sourit pourtant. « Alors peut-être que le ciel écoute. » Elle éteignit la lampe, laissant la pièce dans une pénombre douce. Longtemps après que son fils se fût endormi, Marguerite resta éveillée, les yeux fixés au plafond. La neige continuait de tomber, silencieuse, insistante. Elle pensa à ce qu'elle n'avait jamais osé demander, à ce qu'elle s'interdisait encore. Ailleurs, dans un quartier plus lumineux, un homme lisait des lettres d'enfants sans savoir que l'une d'elles venait de changer le cours de 3 vies. Mais ce soir-là, Marguerite n'en savait rien. Elle serra contre elle le manteau reprisé, écouta le souffle régulier de son fils et se dit que, pour l'instant, cela devait suffire. Dehors, Lyon retenait son souffle, enveloppé de blanc, comme si la ville entière attendait que quelque chose commence. Lyon s'éveillait ce matin-là sous une lumière pâle, filtrée par un ciel de neige, prête à tomber de nouveau. Les cloches d'une église lointaine marquaient l'heure avec solennité, tandis que, dans les quartiers bourgeois, les domestiques ouvraient les volets sur des salons feutrés où la chaleur ne manquait jamais. C'était dans l'un de ces immeubles imposants, aux façades de pierre claire et aux escaliers cirés, que Georges Beaumont commençait sa journée. Son bureau dominait la ville. Derrière les larges fenêtres, on apercevait les toits, les cheminées fumantes, le Rhône qui avançait lentement, comme une veine sombre sous la peau blanche de l'hiver. Georges se tenait debout, les mains croisées dans le dos, immobile. Il portait une redingote sombre impeccablement taillée, un gilet discret, une cravate nouée avec une précision presque sévère. Tout, chez lui, respirait la maîtrise. On l'appelait le roi de la soie. Ce surnom, murmuré dans les salons avec admiration mêlée de crainte, ne l'amusait plus depuis longtemps. Il savait ce qu'il représentait, le pouvoir, la fortune, la capacité de faire vivre ou mourir un atelier d'un simple trait de plume. Les chiffres défilaient chaque jour sous ses yeux nets, ordonnés, rassurants. Les émotions, lui, il les avait reléguées dans un endroit profond et silencieux de son être, là où elle ne risquait plus de troubler ses décisions. « Les comptes de la maison Vernet sont prêts, monsieur Beaumont », annonça son secrétaire en entrant, discret comme une ombre. « Laissez-les sur le bureau », répondit Georges, sans se retourner. Sa voix était calme, grave, sans aspérité. Lorsqu'il s'assit enfin, il ouvrit les dossiers avec méthode, parcourut les colonnes de chiffres, annota de sa plume fine quelques marges. Tout semblait en ordre, trop en ordre, peut-être. Depuis des années, sa vie suivait cette même ligne droite, sans heurts apparents, sans joie visible. Les salons le recevaient, les femmes le regardaient avec intérêt, certains avec espoir. On lui parlait déjà d'un mariage convenable, d'une alliance qui consoliderait sa position et ferait taire les rumeurs anciennes. À la pause de la fin de matinée, il accepta, par habitude plus que par envie, une invitation à visiter une œuvre caritative soutenue par son nom, bien que peu sachent qu'il en était le véritable mécène. Il préférait rester dans l'ombre. Donner sans être vu était pour lui une forme de pénitence silencieuse. La petite salle paroissiale où il se rendit était simple, presque austère. Des bancs de bois, des murs blanchis à la chaux, une odeur de cire et de froid.
Quelques bénévoles s'affairaient, préparant des paniers pour les familles nécessiteuses. Lorsqu'il entra, on le salua avec respect, sans excès. Georges aimait cette discrétion. « Nous avons reçu des lettres d'enfants, monsieur », dit une femme d'un certain âge, le regard doux. « Des vœux pour Noël. Certains sont très touchants. » Elle désigna une petite boîte en bois posée sur une table. Georges hésita, puis hocha la tête. « Je peux en lire quelques-unes », répondit-il simplement. Il s'assit, ôta ses gants et prit les enveloppes une à une. Il lut des demandes modestes, parfois naïves, parfois déjà lourdes d'une tristesse trop grande pour l'enfance. Un manteau chaud, un travail pour le père, une maman qui ne pleure plus. Chaque mot lui rappelait une réalité qu'il connaissait bien, mais qu'il gardait à distance. Puis il ouvrit une feuille pliée maladroitement. L'écriture était hésitante, l'encre un peu bavée. « Je voudrais un papa pour Noël, un vrai, qui reste. » Georges resta immobile. Le bruit de la salle sembla s'éloigner. Il relut la phrase lentement, comme si les mots pouvaient changer. Mais il restait là, simple, implacable. Ce n'était pas une demande de jouet, ni même de secours matériel. C'était un appel nu, sans défense. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Une image surgit, fugace. Une chaise vide, un silence d'enfant qu'il avait cru oublier. Il referma la lettre, la serra un instant entre ses doigts, puis la glissa dans la poche intérieure de son pardessus, avec un soin presque solennel. « Cette lettre, » murmura-t-il, « savez-vous d'où elle vient ?» La bénévole secoua la tête. « Non, monsieur, les enfants déposent leurs vœux sans nom. Nous pensons que le ciel s'occupe du reste. » Georges esquissa un sourire presque imperceptible. Le ciel. Il n'avait plus l'habitude de compter sur lui. Pourtant, en quittant la salle, la lettre contre son cœur, il sentit une urgence nouvelle. Il fallait savoir. Il fallait comprendre qui avait écrit ces mots. De retour dans sa voiture, il resta un long moment sans donner d'ordre au cocher. La ville défilait devant ses yeux, mais il ne la voyait pas. Il pensait à cet enfant inconnu, à cette mère, car il y avait forcément une mère qui ignorait ce vœu silencieux. Il se demanda, avec une sincérité qui le surprit, ce que cela faisait d'attendre quelqu'un qui ne venait pas. Ce soir-là, Georges dîna seul, comme presque chaque soir. La table était dressée avec élégance, mais le silence y régnait. Il repoussa son assiette à peine entamée. La lettre était toujours dans sa poche. Il la sortit, la posa devant lui et la relut encore. Un vrai qui reste. Ces mots l'atteignaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Lui qui avait tout, sauf l'envie de partager. Lui qui avait appris, très jeune, que rester coûtait parfois trop cher. Il se leva brusquement, fit quelques pas dans le salon, passa une main sur son visage. Dans le miroir, il vit un homme qu'il connaissait bien, élégant, respecté, mais terriblement seul. Une solitude choisie, s'était-il toujours dit, une solitude nécessaire. La nuit avançait lorsqu'il prit une décision. Il appela son secrétaire. « Demain matin, je dois me rendre sur les pentes de la Croix-Rousse, » dit-il. « Pour une visite discrète. »« Très bien, monsieur. Dois-je prévenir quelqu'un ?»« Non, personne. » Lorsqu'il raccrocha, Georges se sentit étrangement apaisé, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisait à suivre autre chose qu'un calcul. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marguerite bordait son fils avec la même attention que chaque soir. Elle ignorait tout de l'homme qui tenait la lettre, de son regard grave posé sur ses mots d'enfant. Elle ignorait que, dans un salon éclairé par des lampes de cristal, quelqu'un pensait à elle sans la connaître. « Maman !» murmura son fils en se tournant vers elle. « Tu crois que les vœux peuvent vraiment être entendus ?» Elle sourit doucement, caressa sa joue. « Je crois qu'il trouve toujours un chemin, » répondit-elle. Elle resta près de lui jusqu'à ce que son souffle devienne régulier. Puis elle s'assit à la table, reprit son ouvrage et pensa à ce lendemain qui l'attendait. À l'atelier, aux commandes, au regard, elle ne savait pas que dans le même instant, un homme puissant se préparait à descendre vers son quartier, guidé non par le devoir, mais par une phrase écrite d'une main d'enfant. Dehors, la neige recommençait à tomber, lente, obstinée. Elle couvrait la ville d'un voile égal, effaçant pour quelques heures les frontières entre ceux qui avaient trop
et ceux qui avaient juste assez pour tenir. Et dans ce silence blanc, deux vies, encore étrangères l'une à l'autre, s'approchaient sans le savoir, attirées par la même promesse fragile, celle de rester. La neige avait cessé un instant, comme si la ville reprenait son souffle avant une nouvelle bourrasque. Sur les pentes de la Croix-Rousse, l'air était plus vif, plus tranchant, et chaque pas semblait demander un effort supplémentaire. Les façades y étaient plus modestes, les rues plus étroites, et pourtant une vie obstinée y battait, faite de portes entr'ouvertes, de voix étouffées et de lumières modestes derrière les rideaux. Georges Beaumont avait quitté le confort de son quartier dès l'aube. Il avait insisté pour voyager presque incognito, sans escorte inutile, comme s'il craignait que le moindre signe de son rang ne l'éloigne de ce qu'il cherchait sans encore le nommer. Le cocher avançait prudemment, retenant les rênes, tandis que les roues de la voiture glissaient parfois sur la chaussée humide. Georges observait le paysage avec une attention nouvelle. Ces rues, il les connaissait à peine. Elles n'étaient pour lui que des lignes sur des registres, des chiffres de production, des lieux dont on parlait dans les rapports. Pourtant, à mesure qu'il s'enfonçait dans ce quartier, quelque chose se serrait en lui. Il pensa à la lettre, toujours contre son cœur, à l'enfant inconnu qui avait écrit ces mots simples et redoutables. « Encore un peu, monsieur », dit le cocher d'une voix prudente. « La pente est traîtresse. » Georges acquiesça sans répondre. Il se sentait étrangement fébrile, comme si chaque mètre parcouru le rapprochait d'une vérité qu'il redoutait autant qu'il l'espérait. Puis, tout alla très vite. Un bruit sourd, presque étouffé par la neige, un cri bref du cheval, et la voiture dérapa. Georges sentit son corps basculer. La violence du choc lui coupa le souffle. Le monde se renversa dans une confusion de bois, de fer et de froid. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la neige tombait de nouveau, plus dense, plus impitoyable. Une douleur vive traversa son bras puis sa jambe. Il tenta de se redresser, mais un vertige l'obligea à rester immobile. Autour de lui, des silhouettes apparurent, floues, inquiètes. « Il est vivant », murmura quelqu'un. On l'aida à sortir de la voiture, avec précaution. Georges serra les dents, refusant de laisser échapper un gémissement. Il n'avait jamais aimé montrer sa faiblesse. Mais cette fois, le froid et la douleur s'allièrent pour le contraindre à accepter l'aide. « Il faut l'abriter », dit une femme. « La tempête revient. » On le soutint jusqu'à la première porte éclairée. Une porte simple, sans prétention, mais d'où s'échappait une chaleur rassurante. Quelqu'un frappa. Georges sentit ses forces l'abandonner peu à peu, comme si la neige aspirait son énergie. La porte s'ouvrit sur Marguerite Morel. Elle resta un instant figée, la main encore sur le battant, surprise par la scène. Devant elle se tenait un homme grand, pâle, soutenu par deux voisins, le manteau couvert de neige, le regard pourtant incroyablement lucide malgré la douleur. « Madame, » dit l'un des hommes, « il a eu un accident. Il ne peut pas continuer ainsi. » Marguerite hésita. Accueillir un inconnu n'était pas une chose anodine. Dans ce quartier, la prudence était une seconde nature. Mais elle vit la souffrance dans les traits de cet homme, la dignité qu'il s'efforçait de maintenir malgré tout, et son cœur se serra. « Entrez », dit-elle simplement, en s'effaçant. Georges franchit le seuil, porté plus qu'il ne marchait. La chaleur du logement l'enveloppa aussitôt, et avec elle une odeur de soupe, de bois brûlé, de vie simple. Il inspira profondément, comme si cet air-là pouvait le maintenir debout. Marguerite referma la porte, isolant le petit monde intérieur du tumulte blanc. Elle guida l'homme jusqu'à une chaise près du poêle, ses gestes précis, sans agitation inutile. Son fils, attiré par le bruit, apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux grands ouverts. « Assieds-toi, » dit-elle à l'inconnu. « Je vais voir ce que je peux faire. »« Je vous remercie, » murmura Georges. Sa voix trahit un léger tremblement qu'il n'essaya pas de dissimuler. Elle ôta son manteau avec délicatesse, découvrant la chemise blanche froissée, le gilet sombre. Elle remarqua aussitôt la qualité des tissus, la coupe irréprochable. Cet homme n'était pas de leur monde, cela sautait aux yeux, mais elle chassa cette pensée. La douleur n'avait pas de rang. « Vous avez mal où ?» demanda-t-elle. « Au bras et à la jambe », répondit-il après un court silence.
Marguerite s'agenouilla devant lui pour examiner la blessure. Ce mouvement, simple et naturel, troubla Georges plus qu'il ne l'aurait cru. Il n'était pas habitué à ce qu'on s'approche ainsi de lui, sans crainte, sans calcul. Il sentit son regard suivre la ligne de son cou, la mèche sombre échappée de son chignon, la concentration sérieuse de ses traits. « Ce n'est pas cassé », conclut-elle, « mais il faudra vous reposer. » Elle se leva pour chercher de l'eau chaude, des linges propres. Georges observa la pièce, la table de bois, les quelques chaises, la lampe à pétrole, les vêtements soigneusement pliés. Tout parlait de modestie et de soin. Rien n'était superflu, rien n'était négligé. L'enfant s'approcha lentement. Il regardait Georges avec une curiosité mêlée de prudence. « Tu t'es fait mal ?» demanda-t-il. Georges esquissa un sourire surpris par la franchise de la question. « Un peu, » répondit-il. « Mais ta maman sait très bien s'occuper des gens. » Marguerite releva la tête vers lui, étonnée par cette remarque. Leurs regards se croisèrent un instant et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse. Elle détourna les yeux la première, consciente d'un trouble qu'elle n'avait pas le droit de nourrir. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle en revenant avec les linges. Georges hésita. Dire son nom serait tout révéler, trop tôt, trop brutalement. « Georges, » répondit-il simplement. « Moi, c'est Marguerite, » dit-elle. « Et voici mon fils. » L'enfant sourit timidement. « Enchanté, » dit Georges avec un sérieux qui fit rire le garçon. Marguerite nettoya la plaie avec douceur. Ses doigts frôlaient parfois la peau de Georges, et chaque contact semblait résonner en lui bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Il se surprit à retenir son souffle, non à cause de la douleur, mais de cette proximité inattendue. « Vous habitez loin ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Pas vraiment, » répondit-il. « Mais aujourd'hui, le chemin m'a paru plus long. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Elle aussi connaissait ces jours où chaque pas pesait davantage. La neige se mit à tomber plus fort, frappant les vitres avec insistance. Marguerite jeta un regard dehors. « Vous ne pourrez pas repartir ce soir, » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais un constat. Georges sentit un étrange soulagement l'envahir. « Restez ». Ce mot prenait soudain une consistance nouvelle. « Je ne veux pas vous imposer ma présence, » dit-il néanmoins. Marguerite posa les linges, se redressa et le regarda droit dans les yeux. « Il y a des moments où l'on n'impose rien, » répondit-elle. « On accepte. » Ces mots, simples et fermes, le touchèrent profondément. Il inclina la tête en signe de gratitude. Le soir tomba rapidement. Marguerite servit la soupe, ajouta une chaise. Elle posa devant Georges un bol fumant. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-elle presque en s'excusant. « C'est parfait, » répondit-il avec une sincérité qui la désarma. Ils mangèrent ensemble. Les gestes étaient retenus, les paroles mesurées, mais une chaleur nouvelle s'installait. L'enfant racontait sa journée, ses jeux dans la neige, ses rêves pour Noël. Georges l'écoutait avec une attention entière, comme si rien d'autre n'existait. À un moment, leurs mains se frôlèrent en attrapant le pain. Un contact bref, presque imperceptible, mais qui fit naître un frisson chez l'un comme chez l'autre. Marguerite retira sa main aussitôt, le cœur battant trop vite. Georges baissa les yeux, troublé par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Plus tard, lorsque l'enfant fut couché, Marguerite apporta une couverture supplémentaire à Georges. « Essayez de dormir, » dit-elle doucement. « Demain, nous verrons. »« Merci, Marguerite, » répondit-il. Elle s'arrêta un instant, surprise par la manière dont il prononçait son prénom, comme s'il lui donnait un poids nouveau. Elle répondit par un léger sourire, puis s'éloigna. Georges resta seul près du poêle, enveloppé de chaleur et de silence. Il sortit la lettre de sa poche, la regarda longuement, puis la replia avec soin. Ce foyer modeste, cette femme droite et attentive, cet enfant au regard grave, tout cela résonnait étrangement avec les mots écrits d'une main hésitante. De l'autre côté de la pièce, Marguerite s'était assise à la table, reprenant son ouvrage. Elle sentait la présence de l'inconnu derrière elle, calme, contenue, mais lourde d'une promesse qu'elle ne savait pas nommer.
Elle se força à se concentrer sur son travail, à ne pas écouter les battements trop rapides de son cœur. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, quelque chose de fragile et de précieux venait de naître. Une proximité encore sans nom, suspendue entre la prudence et l'élan. Et dans ce silence partagé, chacun d'eux sentait confusément que cette nuit ne serait pas comme les autres, même s'ils ignoraient encore combien elle allait les changer. Le matin se leva tard, étouffé par un ciel bas où la neige semblait suspendue, indécise. La lumière entrait par la petite fenêtre en un voile pâle, caressant les murs modestes et révélant la vapeur qui montait d'une marmite oubliée près du poêle. Le logement respirait une chaleur discrète, celle des maisons où l'on ménage chaque braise. Georges ouvrit les yeux lentement, étonné par le calme qui l'entourait. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir de l'endroit où il se trouvait, et de la raison pour laquelle il n'était pas chez lui. La douleur était encore là, sourde, mais supportable. Il bougea légèrement le bras, s'arrêta aussitôt, puis inspira. La couverture qui le recouvrait avait l'odeur du linge propre, une odeur simple et rassurante. À travers la cloison, il entendit des pas feutrés, le cliquetis d'une tasse, un souffle contenu. Marguerite était déjà éveillée. Il se redressa avec précaution. La pièce, modeste et ordonnée, lui apparut sous un jour nouveau. La table de bois portait quelques traces d'usage, mais chaque objet semblait avoir sa place, comme si l'ordre n'était pas une contrainte, mais une promesse. Georges sentit contre toute attente une forme de paix l'envahir. Cette paix-là n'avait rien à voir avec les salons feutrés qu'il connaissait. Elle venait d'un silence habité, d'une présence discrète. Marguerite entra, portant une tasse fumante. Elle s'arrêta en le voyant éveillé, et un sourire, à peine esquissé, illumina son visage fatigué. « Vous avez dormi ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si elle craignait de troubler quelque chose de fragile. « Oui, » répondit-il. « Mieux que je ne l'aurais cru. » Elle lui tendit la tasse. Leurs doigts se frôlèrent, et ce contact, si bref fut-il, fit naître un trouble qu'aucun d'eux ne commenta. Marguerite se détourna aussitôt, feignant de ranger la table. Georges observa la ligne de ses épaules, la manière dont elle se mouvait avec économie, comme si chaque geste était mesuré pour durer. « C'est une infusion, » dit-elle. « Ça aide contre le froid. »« Merci, » murmura-t-il. « Vous pensez à tout. » Elle haussa légèrement les épaules. « Quand on n'a pas grand-chose, on apprend à faire attention. » Cette phrase, dite sans amertume, resta suspendue entre eux. Georges sentit qu'elle contenait bien plus qu'une simple observation. Il laissa le silence s'installer respectueux. L'enfant apparut à son tour, les cheveux encore en bataille, les yeux brillants de sommeil. « Bonjour », dit-il gaiement. « Bonjour », répondit Georges avec un sourire qu'il ne se connaissait pas. « As-tu bien dormi ?»« Oui, il a encore neigé. » Ils échangèrent un regard complice, comme deux témoins d'un secret partagé. Marguerite observa la scène avec une émotion qu'elle s'efforça de maîtriser. Elle n'était pas habituée à voir un homme s'adresser ainsi à son fils, avec cette attention pleine et entière. Cela la touchait autant que cela l'inquiétait. Le petit déjeuner se fit dans une simplicité presque solennelle. Le pain était coupé finement, la confiture étalée avec soin. Georges mangeait lentement, conscient de chaque geste, comme s'il craignait de briser l'équilibre de ce moment. À plusieurs reprises, leurs regards se croisèrent au-dessus de la table, et chaque fois, Marguerite détourna les yeux la première, le cœur battant trop vite. La journée s'étira, rythmée par le crépitement du poêle et les bruits assourdis de la neige dehors. Georges, malgré sa blessure, insista pour se rendre utile. Marguerite tenta d'abord de s'y opposer, mais il la convainquit d'un regard sérieux. « Laissez-moi au moins faire quelque chose, » dit-il doucement. « Je n'aime pas rester inutile. » Elle céda, non sans hésitation. Il répara un jouet de bois, maladroitement d'abord, puis avec une concentration presque enfantine. L'enfant le regardait faire, admiratif. « Tu vois ?» dit Georges en lui tendant le jouet réparé. « Il suffit parfois de prendre son temps. » Marguerite observa la scène depuis la table, où elle cousait en silence. La lumière de l'après-midi dessinait des ombres douces sur les murs. Elle se surprit à penser que cet homme, si étranger à leur quotidien, s'y fondait avec une aisance troublante.
Cela la mit mal à l'aise. Rien de ce qui semblait trop juste ne l'avait jamais été longtemps. En milieu de journée, elle sortit quelques instants pour chercher de l'eau et du pain. Georges resta seul avec l'enfant. Ils parlèrent de choses simples, la neige, l'école, les rêves de Noël. Georges écoutait, attentif, comme si chaque mot avait une valeur particulière. Il se découvrait une patience nouvelle, une douceur qu'il n'avait jamais cultivée. Lorsque Marguerite revint, les bras chargés, elle trouva Georges penché sur la table, expliquant quelque chose à son fils avec sérieux. Elle s'arrêta sur le seuil, saisie par une image qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Une image de foyer, d'équilibre possible. Elle chassa aussitôt cette pensée. Le soir tomba lentement, la neige continuait de tomber obstinée. Marguerite servit le dîner, simple et chaud. Georges la remercia avec une gravité qui la fit rougir. « Vous n'avez pas à me remercier, » répondit-elle. « C'est normal. »« Rien de ce qui est fait avec tant de soin n'est normal, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Leurs regards se rencontrèrent, et quelque chose passa, une reconnaissance muette. Marguerite sentit ses mains trembler légèrement. Elle se détourna pour ramasser une assiette, cherchant à reprendre contenance. Après le dîner, l'enfant fut couché. Marguerite resta un moment assise près de son lit, observant son souffle régulier. Elle pensait à ce qu'il avait vécu, à ce qu'il méritait. Lorsqu'elle se releva, elle sentit une fatigue lourde peser sur ses épaules. Elle se rendit à la table, reprit son ouvrage, mais les poings se brouillaient sous ses yeux. Georges, de l'autre côté de la pièce, la regardait en silence. Il percevait sa lassitude, sa force contenue. Il se leva avec précaution et s'approcha. « Vous devriez vous reposer, » dit-il à voix basse. « Je ne peux pas, » répondit-elle sans le regarder. « Il y a toujours quelque chose à faire. » Il hésita, puis posa doucement sa main sur le dossier de la chaise, sans la toucher. Ce geste retenu, presque timide, eut sur elle un effet inattendu. Elle leva les yeux vers lui. « Vous portez tout seul ce qui devrait être partagé, » dit-il simplement. Ces mots, prononcés sans emphase, atteignirent un point sensible. Marguerite sentit une brûlure monter dans sa poitrine. Elle se détourna, les yeux brillants. « On s'habitue, » murmura-t-elle. La nuit s'installa. Marguerite se leva, rangea quelques affaires, puis se retira dans la petite pièce attenante. Elle croyait être discrète, mais Georges entendit son souffle irrégulier, puis un sanglot étouffé. Il se figea. Son premier instinct fut d'aller vers elle, de frapper doucement, de dire quelque chose. Mais il se retint. Il comprenait instinctivement que ce chagrin-là demandait du respect plus que des paroles. Il resta là, immobile, la main posée contre le mur qui les séparait. De l'autre côté, Marguerite pleurait en silence, laissant enfin tomber le masque de la maîtrise. Elle pensa à sa vie, à ses renoncements, à cette présence nouvelle qui réveillait en elle des espoirs dangereux. Elle essuya ses larmes, respira profondément et se força à reprendre le contrôle. Lorsqu'elle revint dans la pièce principale, son visage était calme, presque impassible. Georges détourna le regard, feignant de s'occuper du poêle. Ils partagèrent un silence chargé, mais respectueux. « Je vais ajouter du bois, » dit-il. « Merci, » répondit-elle. Ils se retrouvèrent côte à côte, un instant, sans se toucher. La chaleur du feu, la proximité de leur corps, tout semblait amplifier la tension entre eux. Marguerite sentit son cœur battre trop vite. Georges, lui, se découvrait une envie qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, celle de rester là, simplement, sans rien exiger. Avant de se coucher, Marguerite apporta à Georges une autre couverture. « Pour la nuit, » dit-elle. Il prit la couverture, leurs mains se frôlèrent de nouveau. Cette fois, ils ne retirèrent pas aussitôt leurs doigts. Le contact dura une seconde de trop, une seconde pleine, lourde de sens. Ils se regardèrent, surpris par l'intensité de ce moment si simple. « Bonne nuit, Georges, » dit-elle enfin d'une voix basse. « Bonne nuit, Marguerite. » Elle s'éloigna, le cœur serré, consciente que quelque chose venait de changer, même si rien n'avait été dit. Georges s'allongea, les yeux ouverts dans la pénombre. Il pensa à la lettre qu'il gardait encore sur lui, à l'enfant endormi, à la femme qui, sans le savoir,
avait ouvert bien plus qu'une porte. La tempête continuait dehors, mais à l'intérieur, un foyer s'était formé, fragile, emprunté peut-être, mais d'une intensité qui les surprenait tous les deux. Dans ce silence partagé, chacun se demanda, sans oser se l'avouer, combien de temps un tel équilibre pouvait durer. Le matin se leva sur la Croix-Rousse avec une dureté nouvelle, comme si la neige avait décidé de se faire juge. Elle s'était figée en une croûte pâle sur les pavés, rendant chaque pas plus incertain, chaque souffle plus court. Marguerite se leva avant l'aube, fidèle à une habitude née de la nécessité. Elle s'habilla en silence, l'esprit déjà tourné vers l'atelier, vers les heures longues qui l'attendaient. Elle jeta un regard vers Georges, encore étendu près du poêle, le visage apaisé par le sommeil. Cette vision la troubla plus qu'elle ne voulut l'admettre. Elle posa sur la table un morceau de pain enveloppé dans un linge, ajouta une note brève pour son fils, puis hésita. Une impulsion la retint. Elle déposa une tasse près de Georges, avec une infusion encore chaude, geste simple et discret. Elle ne le réveilla pas. Il lui sembla que ce respect du sommeil était une manière de protéger l'équilibre fragile qui s'était installé entre eux. En quittant le logement, elle inspira profondément l'air froid. La journée s'annonçait lourde. Elle le sentait sans savoir pourquoi. À l'atelier, l'atmosphère n'était pas la même que les jours précédents. Les voix se taisaient à son passage, les regards s'échangeaient à la dérobée. Marguerite s'installa à sa place, sortit son nécessaire, tenta de se concentrer. Ses doigts trouvaient d'ordinaire leur chemin sans effort, mais ce matin-là, le fil lui échappait, l'aiguille piquait trop fort. Une inquiétude sourde s'insinuait en elle. Marguerite Morel. La voix du contremaître claqua dans l'air comme une gifle. Elle leva la tête. Tous les yeux étaient désormais sur elle. « Oui, répondit-elle, se levant. « Suivez-moi. » Elle obéit sans protester. Dans le petit bureau, l'odeur de poussière et de laine était plus étouffante que d'habitude. Le contremaître ne lui proposa pas de s'asseoir. Il se plaça derrière son bureau, posa devant lui un morceau de soie. « Reconnaissez-vous ce motif ?» Marguerite le regarda attentivement. Son cœur se serra. « Oui, dit-elle, je l'ai travaillé. C'était une commande. » « Justement, répliqua-t-il les lèvres pincées, ce motif a disparu avant d'être livré. On le retrouve aujourd'hui, ailleurs. » Il la fixa, accusateur. « On vous accuse de l'avoir soustrait. » Le mot résonna, lourd, injuste. Marguerite sentit le sang quitter son visage. Elle inspira, cherchant à rester droite. « C'est impossible, dit-elle. Je n'ai rien volé. »« Vous êtes seul ?» reprit-il. « Sans protection. Et vous êtes doué. Ce sont souvent les plus habiles qui se croient au-dessus des règles. » Elle le regarda incrédule. « Vous me connaissez, dit-elle d'une voix ferme. Vous savez ce que je vaux. » Un sourire froid étira les lèvres de l'homme. « Ce que je sais, c'est que quelqu'un doit répondre de cette perte. » La porte s'ouvrit. 2 ouvrières entrèrent, mal à l'aise. L'une d'elles baissa les yeux. Marguerite comprit alors. Elle était désignée, choisie. « Je demande qu'on vérifie, » dit-elle. « Qu'on regarde les registres, les livraisons. »« Nous le ferons, » répondit le contremaître. « En attendant, vous êtes suspendu. » Marguerite sentit une brûlure monter en elle. Suspendu, ce mot signifiait tout perdre. Elle quitta l'atelier sans se retourner. Dehors, le froid lui coupa le souffle. Elle marcha longtemps, sans sentir ses pieds, sans voir la ville. Les murmures la suivaient comme des ombres. Lorsqu'elle rentra, Georges était réveillé. Il se redressa en la voyant entrer, devina aussitôt que quelque chose n'allait pas. Elle posa son manteau, resta debout, immobile. « Marguerite ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit enfin, comme si ses forces l'abandonnèrent soudain. « On m'accuse, » dit-elle simplement. Il s'approcha, lentement, s'arrêta à une distance respectueuse. De quoi? D'un vol, d'un motif. Georges sentit une colère froide l'envahir. Il connaissait ses mécanismes. Trop bien. Il se contint. « C'est absurde, » dit-il. « Vous êtes incapable de... » Elle leva la main, l'interrompant. « Ce n'est pas une question de vérité, » murmura-t-elle. « C'est une question de place. » Ces mots frappèrent Georges avec une clarté douloureuse. Il comprit alors l'ampleur de l'injustice.
Il fit un pas de plus, hésita, puis parla avec une douceur maîtrisée. « Nous allons éclaircir cela. » Marguerite se redressa brusquement. « Non, dit-elle, je ne veux pas de votre aide. » Il la regarda, surpris. « Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on dise que je me cache derrière un homme, répondit-elle. Je veux être lavé de tout soupçon par la vérité, pas par la protection. » Il soutint son regard, admiratif malgré lui. « Et si je pouvais vous aider sans vous exposer ?» Elle hésita. Le silence s'étira. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension nouvelle, plus âpre, plus dangereuse. « Je ne veux pas vous entraîner là-dedans, » dit-elle enfin. « Vous ne m'entraînez pas, » répondit-il. « Je choisis. » Ces mots résonnèrent longtemps en elle. Elle détourna les yeux, troublée. Dans l'après-midi, les rumeurs se propagèrent. Des voisins regardaient à Marguerite avec une curiosité malsaine. Une femme murmura en passant « On savait bien ». Marguerite serra les dents. Son fils, rentré plus tôt, sentit l'inquiétude. « Maman !» Elle le prit dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. « Tout ira bien », murmura-t-elle, sans savoir si elle y croyait. Georges, lui, observa la scène en silence. Il sentait en lui un conflit violent, l'envie d'intervenir, de briser cette injustice d'un mot, d'un nom, et la certitude que le faire trop vite pourrait nuire à Marguerite plus encore. Il se promit d'agir avec prudence. Le soir, Marguerite tenta de reprendre son ouvrage, mais ses mains tremblaient. Georges s'assit en face d'elle, sans parler. Il la regardait avec une attention grave, presque douloureuse. « Vous n'êtes pas seule, » dit-il enfin. Elle releva les yeux. « Je l'ai toujours été, » répondit-elle. « Pas ce soir, » dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent, plus longtemps que de raison. Marguerite sentit une chaleur étrange se répandre en elle, mêlée de peur. Elle détourna les yeux, consciente du danger de ce réconfort. Plus tard, lorsqu'elle crut Georges endormi, elle se laissa aller à un sanglot silencieux. Elle pensait à sa réputation, à son fils, à tout ce qu'elle risquait de perdre. Elle pensa aussi à cet homme, à la manière dont il la regardait, sans condescendance, sans pitié. Georges n'avait pas dormi. Il entendit le chagrin qu'elle tentait de cacher. Il serra les poings, impuissant, mais déterminé. Il comprenait désormais que ce qui se jouait dépassait une simple accusation. C'était une lutte pour la dignité. La nuit s'étira, lourde de promesses et de menaces. Dehors, la neige continuait de tomber, indifférente. À l'intérieur, deux cœurs se rapprochaient dans l'épreuve, liés par une injustice commune et par une émotion qu'ils n'osaient encore nommer. Le lendemain s'annonça plus sombre encore que les précédents, comme si la ville elle-même avait décidé de peser sur les épaules de Marguerite. La neige, tassée par les pas et les roues, avait perdu sa pureté et se mêlait à la boue grise des rues. L'air était lourd, chargé de murmures. Dès l'aube, les cloches sonnèrent, graves, et leur écho semblait avertir que quelque chose d'irréversible était en marche. Marguerite se leva avant les autres, par habitude autant que par inquiétude. Elle resta un instant immobile près de la fenêtre, observant la rue en contrebas. Deux femmes parlaient à voix basse en la désignant du menton. Lorsqu'elle ouvrit légèrement les volets, elles se turent aussitôt. Marguerite referma sans un mot. Elle connaissait ce silence-là. Il faisait plus mal que l'insulte. Dans la pièce principale, Georges était assis, déjà vêtu, le visage fermé par une concentration inhabituelle. Il leva les yeux vers elle, et pendant une seconde, son regard trahit une inquiétude profonde. « Vous avez mal dormi », dit-il doucement. « Je n'ai pas dormi », répondit-elle avec un calme forcé. Il se leva aussitôt, fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Entre eux, l'espace semblait chargé d'une tension nouvelle, plus grave que les jours précédents. Ce n'était plus seulement l'émotion naissante, mais le poids d'un combat à venir. « Les gens parlent », poursuivit-elle, avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit. « Je le vois dans leurs yeux, ils ont déjà décidé. » Georges serra la mâchoire. « Les décisions prises sans preuve ne sont que des lâchetés, » dit-il. Elle esquissa un sourire amer. « Vous dites cela parce que vous n'avez jamais été à leur place. » Ces mots le touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Il inclina légèrement la tête, reconnaissant la vérité de cette remarque. « C'est vrai, » répondit-il,
mais je sais reconnaître l'injustice. » Le petit garçon entra à ce moment-là, attiré par les voix. Il s'arrêta net en sentant la gravité de l'atmosphère. « Maman, est-ce que je peux aller à l'école aujourd'hui ?» Marguerite se pencha vers lui lissa les cheveux. « Oui, mon cœur, tout continue. » Ces mots, prononcés avec une douceur obstinée, serrèrent la poitrine de Georges. Il comprit alors que Marguerite ne luttait pas seulement pour elle-même, mais pour préserver la normalité fragile de son enfant. Lorsqu'ils furent seuls, Georges prit la parole avec précaution. « Je dois m'absenter un moment, dit-il. J'ai des choses à vérifier. » Marguerite le regarda longuement. Elle devinait qu'il ne s'agissait pas d'une simple promenade. « Vous n'êtes pas obligé, » répondit-elle. « Je sais, » dit-il simplement. Il enfila son manteau, hésita un instant, puis se tourna vers elle. « Je reviendrai, » ajouta-t-il, avec une gravité qui donna à ses mots une portée nouvelle. Elle le suivit du regard jusqu'à la porte, puis murmura, presque malgré elle, « Faites attention. » Ce fut tout. Mais dans ce simple avertissement, Georges perçut une inquiétude qui allait bien au-delà de la courtoisie. Il hocha la tête, incapable de répondre. La journée de Marguerite se déroula dans une attente pénible. Chaque bruit dans l'escalier la faisait sursauter. À plusieurs reprises, des voisins passèrent devant sa porte sans frapper, comme s'ils hésitaient entre la curiosité et la prudence. Une femme finit par dire à voix haute, sans la regarder, « C'est triste tout de même, une femme qui tombe si bas. » Marguerite sentit la colère monter, mais elle se contint. Elle se redressa, passa devant cette femme avec une dignité silencieuse qui força le respect malgré tout. Elle refusa de se laisser écraser. Dans l'après-midi, elle se rendit brièvement à l'atelier pour récupérer ses affaires. On la laissa entrer sans un mot. Les regards se baissaient, certains par gêne, d'autres par satisfaction mal dissimulée. Elle ramassa ses outils, ses fils, ses aiguilles, chaque objet semblant porter une part de sa vie. Avant de partir, elle s'arrêta devant son établi vide. Elle posa la main sur le bois, ferma les yeux un instant, puis se détourna sans se retourner. Pendant ce temps, Georges parcourait la ville avec une détermination froide. Il interrogeait, observait, écoutait. Il s'arrêta devant les registres de livraison, confronta les dates, nota les incohérences. Il découvrit vite que le motif disparu avait circulé entre plusieurs mains avant d'être attribué à Marguerite. Une manœuvre grossière, mais efficace lorsqu'on choisissait la bonne victime. À chaque découverte, sa colère grandissait. Non une colère explosive, mais une indignation profonde, nourrie par le souvenir d'une injustice ancienne qui l'avait marqué à jamais. Il comprit alors pourquoi cette affaire le touchait si intimement. Il revivait, à travers Marguerite, une blessure qu'il n'avait jamais vraiment refermée. En fin de journée, il revint. Marguerite était assise à la table, les mains jointes, le regard perdu. Lorsqu'elle le vit entrer, elle se leva brusquement, incapable de masquer son attente. « Alors ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulut ferme. Georges ôta lentement ses gants. « Rien n'est simple, » répondit-il, « mais rien n'est clair contre vous. » Elle ferma les yeux un instant, laissant retomber la tension qui la tenait droite depuis le matin. « On ne m'a pas encore innocenté, dit-elle. »« Non, » admit-il, « parce que quelqu'un a intérêt à ce que l'ombre persiste. » Ils se regardèrent longuement. Le silence qui s'installa n'était pas vide, mais chargé d'une compréhension nouvelle. Georges fit un pas vers elle. « Marguerite, » dit-il avec douceur, « vous devez me faire confiance. » Elle recula d'un pas, presque imperceptiblement. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-elle. « Chaque fois que j'ai cru pouvoir compter sur quelqu'un, j'ai été déçu. » Il sentit ces mots comme une confession. Il répondit sans élever la voix. « Je ne vous demande pas de croire en moi. Je vous demande de croire en la vérité. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant sur son visage un signe de mensonge. Elle n'y trouva que de la détermination et une émotion contenue qui la troubla profondément. « Et si la vérité me détruit ?» demanda-t-elle. « Alors je serai là, » répondit-il sans hésiter. Ces mots, simples et nets, résonnèrent en elle avec une force inattendue. Elle sentit une chaleur envahir sa poitrine, mêlée d'une peur presque douloureuse. Le soir tomba. Ils dînèrent en silence. Un silence différent, plus dense. À un moment,
Georges posa sa main sur la table, près de la sienne. Il ne la toucha pas, mais cette proximité suffisait à faire battre son cœur plus vite. « Vous savez, dit-il enfin, il y a des vérités qui ont un prix. » Elle hocha la tête. « Je le sais mieux que quiconque. » Il la regarda avec intensité. « Je suis prêt à le payer. » Elle inspira profondément. Elle aurait voulu lui dire de partir, de se protéger, de ne pas s'impliquer davantage. Mais aucun de ces mots ne franchit ses lèvres. À la place, elle dit d'une voix basse « Pourquoi ?» Il hésita. Pour la première fois, il sembla chercher ses mots. « Parce que ce qui vous arrive est injuste, » répondit-il d'abord. Puis, après un silence, « Et parce que je ne supporte plus de rester spectateur. » Elle baissa les yeux. Dans ce refus de rester spectateur, elle lut bien plus qu'un simple engagement moral. Elle sentit que leur relation glissait lentement vers un terrain plus dangereux, plus intime. Plus tard, alors que l'enfant dormait, Marguerite se retrouva seule près de la fenêtre. Georges s'approcha sans bruit. « La ville peut être cruelle, » dit-il doucement, « mais elle peut aussi apprendre. » Elle se tourna vers lui. Ils étaient très proches désormais, séparés par un souffle à peine. Elle sentit la chaleur de sa présence, la retenue dans son regard. « Et si elle n'apprend pas ?» murmura-t-elle. « Alors nous apprendrons à tenir ensemble, » répondit-il. Ces mots, prononcés sans emphase, eurent sur elle l'effet d'une promesse. Elle sentit ses défenses vaciller. Leurs regards se croisèrent, plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Aucun d'eux ne bougea. Le moment était suspendu, vibrant d'une émotion contenue. Marguerite détourna finalement les yeux, consciente de la fragilité de cet instant. « Il se fait tard, » dit-elle. « Oui, » répondit-il. Ils se séparèrent lentement, chacun l'emportant avec lui le poids de ce qui venait d'être dit, sans être avoué. La nuit enveloppa le logement d'un silence épais. Dehors, la ville murmurait encore, mais à l'intérieur, une vérité commençait à se dessiner, coûteuse et nécessaire. Dans l'ombre, Marguerite comprit que le combat qui s'annonçait exigerait bien plus que du courage. Il exigerait de faire confiance, et cette confiance, offerte à un homme qu'elle connaissait à peine, était peut-être le prix le plus élevé de tous. La nouvelle se répandit dans Lyon, avec la rapidité d'un souffle glacé. Elle glissa d'abord dans les escaliers des immeubles bourgeois, s'insinua dans les salons aux rideaux lourds, traversa les couloirs feutrés où l'on parlait bas pour mieux frapper. Puis elle descendit vers les rues plus modestes, déformées, alourdies, cruelles. On murmurait qu'un homme puissant avait été vu trop souvent dans un quartier qui n'était pas le sien. On chuchotait qu'une ouvrière avait su attirer l'attention qu'elle ne méritait pas. Marguerite sentit ce changement avant même qu'on ne le lui dise. Ce matin-là, lorsqu'elle sortit acheter du pain, les regards ne se détournaient plus par gêne, mais par jugement. Une femme qu'elle connaissait depuis des années se signa en la voyant passer. Un homme murmura quelque chose à son épouse, qui hocha la tête avec une satisfaction malsaine. Marguerite marcha droit devant elle, le dos plus raide que jamais, comme si chaque pas était un acte de résistance. Lorsqu'elle rentra, Georges était là, debout près de la fenêtre, le visage fermé. Il se retourna aussitôt. « On parle, » dit-il. Elle posa le panier sur la table. « Je sais, » répondit-elle calmement. Il s'approcha, inquiet. « On parle de nous. » Ces mots eurent sur elle l'effet d'une lame fine. Elle le regarda longuement, comme si elle le voyait pour la première fois sous un jour nouveau. « De nous, » répéta-t-elle. « Il n'y a pas de nous. » Georges se figea. Il comprit aussitôt ce qu'elle voulait dire, et pourtant, l'entendre ainsi formulé le blessa plus qu'il ne l'aurait cru. « Je ne voulais pas que cela vous atteigne, » dit-il. « Je pensais pouvoir, vous ne pouviez pas. » l'interrompit-elle doucement. « Parce que ce monde-là ne pardonne pas. » Elle fit quelques pas dans la pièce, comme pour contenir une agitation intérieure. « Vous pouvez supporter les rumeurs, » poursuivit-elle. « Elles glissent sur vous. Mais sur moi, elles s'impriment. Elles restent. » Georges sentit une colère sourde monter en lui, mêlée d'une culpabilité profonde. « Je peux les faire taire, » dit-il avec fermeté. Marguerite s'arrêta net. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Et à quel prix ?» demanda-t-elle. « Au prix de mon honneur, de ma dignité,
Je refuse d'être celle qu'on sauve en silence pendant qu'on me méprise en public. » Ces mots, prononcés sans élever la voix, résonnèrent comme une sentence. Georges comprit alors que le combat venait de changer de nature. Il ne s'agissait plus seulement de vérité, mais de regard, de place, de respect. La même journée, dans un salon richement décoré, une femme observait la scène de loin. Elle s'appelait Hélène de Montferrand. Élégante, sûre d'elle, habituée à être désirée et écoutée, elle connaissait Georges depuis longtemps. On avait parlé, sans jamais conclure, d'une union possible entre eux. Elle avait toujours cru le temps de son côté. Lorsqu'elle apprit la rumeur, un sourire calculé étira ses lèvres. « Une ouvrière », murmura-t-elle. Vraiment, elle ne tarda pas à agir. À l'occasion d'une réception mondaine, elle laissa échapper quelques mots choisis, feignant l'étonnement, puis la compassion. « C'est triste », disait-elle. « Un homme de son rang qui se laisse attendrir par la misère. On comprend son élan, mais tout de même. » Les regards s'allumèrent, les murmures s'amplifièrent. En une soirée, l'histoire prit une forme nouvelle, plus venimeuse. Marguerite n'était plus seulement suspecte, elle devenait ambitieuse, calculatrice, dangereuse. Georges fut convoqué le lendemain par un cercle d'hommes influents. Le salon où ils se réunissaient respirait la puissance tranquille, celle qui n'a pas besoin de s'imposer. « Vous compromettez votre position », dit l'un d'eux sans détour. « Cette affaire commence à nuire. »« À qui ?» demanda Georges. « À tous, » répondit un autre. « On attend de vous que vous mettiez fin à cette distraction. » Le mot le frappa de plein fouet. « Ce dont vous parlez concerne une injustice, » répliqua-t-il, « et je n'y mettrai pas fin. » Un silence pesant suivit. Puis, une proposition formulée comme une évidence. Un mariage, dit-on, une alliance respectable. Cela ferait taire les rumeurs. Georges se leva lentement. « Je ne réparerai pas une injustice en commettant une autre, » dit-il. « Et je n'épouserai pas une femme pour faire taire des langues. » Il quitta la pièce sans se retourner, conscient des conséquences. Lorsqu'il rentra chez Marguerite ce soir-là, il trouva la porte close. Il frappa doucement, longtemps. Puis elle ouvrit, le visage fermé, les yeux rouges d'une fatigue qu'elle ne cherchait plus à cacher. « On m'a parlé aujourd'hui, » dit-elle sans préambule. Il hocha la tête. « Moi aussi. On dit que je vous ai attiré ici, » poursuivit-elle, « que j'ai profité de votre bonté. » Ces mots, répétés, semblaient lui brûler les lèvres. « C'est faux, » dit-il avec force. « Cela n'a aucune importance, » répondit-elle. « Ce qui compte, c'est qu'on le croit. » Elle fit un pas en arrière, lui laissant l'entrée, puis se détourna. Georges entra, referma la porte derrière lui. Le silence était lourd, presque douloureux. « Je ne peux pas continuer ainsi, » dit-elle enfin. « Chaque jour que vous restez, la rumeur enfle. Mon fils l'entendra bientôt. Et je ne le supporterai pas. » Il s'approcha lentement. « Je partirai si vous me le demandez, » dit-il. « Mais sachez une chose, je ne renierai pas ce que je ressens. » Elle se retourna brusquement. « Ce que vous ressentez ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. « Vous ne savez pas ce que vous ressentez. Vous êtes habitué à choisir, à prendre, à repartir. » Il la regarda, profondément blessé. « Et vous, vous êtes habitué à tout porter seul, » répondit-il. « À ne jamais demander, à ne jamais croire. » Ils se faisaient face, à quelques pas l'un de l'autre, séparés par leur peur autant que par leur désir. Marguerite sentit ses défenses se fissurer. Elle détourna le regard, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas me permettre d'espérer, » murmura-t-elle. « Pas encore. » Georges fit un pas de plus, très lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. « Je ne vous demande pas d'espérer, » dit-il. « Je vous demande seulement de ne pas me chasser pour apaiser des gens qui ne vous respecteront jamais. » Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard était empli d'une douleur profonde. « Partez !» dit-elle enfin. Le mot tomba entre eux, irrévocable. Georges resta immobile un instant, puis hocha la tête. « Je partirai, dit-il, mais je reviendrai avec la vérité, et je la dirai à voix haute. » Elle ne répondit pas. Elle se détourna, comme si le regarder davantage l'aurait fait céder. Georges prit son manteau. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers elle. « Marguerite, » dit-il doucement, « quoi qu'ils disent, vous êtes la femme la plus digne que j'ai jamais connue. » Elle serra les poings, incapable de répondre.
La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Marguerite resta seule, le cœur battant douloureusement. Elle s'appuya contre la table, la tête baissée, laissant enfin les larmes couler sans retenue. Elle pensa à tout ce qu'elle risquait de perdre, à tout ce qu'elle venait peut-être de repousser. Plus tard, alors que la nuit enveloppait la Croix-Rousse, son fils s'approcha d'elle, inquiet. « Maman, pourquoi l'homme est parti ?» Elle s'agenouilla devant lui, le prit dans ses bras. « Parce que parfois, murmura-t-elle, la gorge serrée, aimer signifie aussi savoir laisser partir. » Elle ne savait pas encore à quel point ces mots allaient de lui coûter. Dehors, dans les salons éclairés, on se réjouissait déjà d'un scandale qui prenait forme. Et au cœur de la ville, deux êtres profondément liés venaient de se séparer pour mieux affronter un monde qui refusait leur rapprochement. La maison parut soudain trop silencieuse après le départ de Georges. Ce silence n'avait rien de paisible. Il pesait, s'insinuait dans chaque recoin, s'installait entre les murs comme une présence invisible. Marguerite resta longtemps immobile, les mains appuyées sur la table, incapable de reprendre le fil de ses pensées. Le froid semblait plus vif, bien que le poêle fût encore chaud. Ce n'était pas la température qui avait changé, mais l'équilibre fragile qu'elle avait cru possible. La nuit fut mauvaise. Marguerite dormit peu, se réveillant au moindre bruit, le cœur serré par une inquiétude diffuse. À plusieurs reprises, elle crut entendre des pas dans l'escalier, une main sur la porte, une hésitation. Chaque fois, il n'y avait rien. Elle se força à accepter cette absence qu'elle avait elle-même exigée. Elle se répéta qu'elle avait agi pour protéger son fils, pour préserver ce qu'il lui restait d'honneur. Pourtant, ses certitudes se fissuraient à l'aube. Le matin se leva sous un ciel pâle. La neige avait cessé, laissant derrière elle une ville figée, comme suspendue dans l'attente. Marguerite se leva avant son fils, tenta de reprendre ses gestes habituels. Elle rangea, nettoya, plia le linge avec un soin excessif, comme si l'ordre pouvait apaiser le tumulte intérieur. Mais ses mains tremblaient légèrement, et chaque objet semblait lui rappeler l'absence récente. Lorsque son fils se leva, il sentit aussitôt que quelque chose avait changé. Il regarda autour de lui, puis leva les yeux vers sa mère. « Où est l'homme » demanda-t-il simplement. Marguerite se figea. Elle inspira profondément avant de répondre. « Il est parti. » Pour longtemps, elle hésita. Elle aurait voulu mentir, dire que non, que tout serait bientôt comme avant. Mais elle se força à la vérité. « Je ne sais pas, mon cœur. » Le garçon baissa la tête. Il ne pleura pas. Ce silence-là fut plus douloureux que des larmes. Marguerite posa une main sur son épaule. « Tu dois aller à l'école, » dit-elle doucement. Comme d'habitude. Il acquiesça, prit son manteau, puis s'arrêta sur le seuil. Il la regarda avec une gravité inhabituelle pour son âge. « Maman, est-ce que c'est à cause de moi ?» Cette question frappa Marguerite en plein cœur. « Non, » répondit-elle aussitôt, trop vivement peut-être. « Jamais à cause de toi. » Il sembla hésiter, puis hocha la tête et sortit. La porte se referma, laissant Marguerite seule, avec un sentiment de culpabilité qui s'alourdissait à chaque instant. Elle passa la matinée à tenter de coudre, mais le fil glissait, les poings se défaisaient. Elle abandonna enfin son ouvrage, s'assit et laissa son regard se perdre dans le vide. Les paroles de Georges lui revenaient, sa promesse de revenir avec la vérité, son regard lorsqu'il avait prononcé son prénom. Elle serra les mains, comme pour chasser ses pensées dangereuses. Ce fut en rangeant le manteau de son fils qu'elle trouva la feuille pliée. Elle ne la reconnut pas tout de suite. Le papier était froissé, jauni sur les bords, soigneusement dissimulé dans une poche intérieure. Marguerite la déplia lentement, sans savoir pourquoi son cœur battait soudain plus vite. Lorsqu'elle reconnut l'écriture maladroite, ses doigts se crispèrent. Elle lut « Je voudrais un papa pour Noël, un vrai, qui reste ». Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Elle dut relire pour être certaine de ne pas se tromper. Une vague de douleur et d'amour la submergea d'un seul coup. Elle s'assit brusquement, la lettre serrée contre sa poitrine. Toutes les images de ces derniers jours se mêlèrent. Les regards de son fils vers Georges, ses silences, ses questions à peine formulées. Elle comprit soudain ce qu'elle avait refusé de voir. Ce n'était pas seulement son propre cœur qu'elle protégeait. C'était aussi celui de son enfant.
et peut-être l'avait-elle blessé sans le vouloir. Lorsqu'il rentra de l'école, elle était encore assise au même endroit. Il s'arrêta net en la voyant ainsi, les yeux rougis, la lettre posée devant elle. « Maman !» Elle leva la tête vers lui et son regard était plein d'une douceur douloureuse. « C'est toi qui as écrit cela ?» demanda-t-elle sans colère, sans reproche. Il baissa la tête, honteux. « Je ne voulais pas te faire de la peine, » murmura-t-il. « Je voulais juste quelqu'un qui reste avec nous. » Marguerite se leva aussitôt, s'agenouilla devant lui, le prit dans ses bras avec une force qui le surprit. Elle sentit ses propres larmes couler, mais elle ne les retint pas. « Tu ne m'as pas fait de la peine, » dit-elle, la voix brisée. « Tu m'as dit la vérité. » Ils restèrent ainsi un long moment, serrés l'un contre l'autre. Dans ce geste, Marguerite sentit se briser quelque chose d'ancien, sa conviction qu'elle devait tout porter seule, sans jamais laisser paraître ses manques. Elle comprit que l'amour de son fils exigeait parfois d'accepter sa propre vulnérabilité. Ce fut à cet instant que l'on frappa à la porte. Marguerite se redressa lentement. Son cœur battait si fort qu'elle eut l'impression qu'il allait trahir son trouble avant même qu'elle n'ouvre. Elle alla jusqu'à la porte, posa la main sur le battant, hésita une seconde de trop, puis ouvrit. Georges se tenait là. Il semblait plus fatigué, les traits tirés, mais son regard était déterminé. Lorsqu'il aperçut Marguerite, une émotion intense traversa son visage, aussitôt maîtrisé. « Je suis désolé d'arriver sans prévenir, » dit-il doucement. « Je devais vous parler. » Elle resta muette, incapable de prononcer son nom. Son fils, derrière elle, leva les yeux et s'écria « C'est toi !» Georges se pencha légèrement à la hauteur de l'enfant. « C'est moi !» répondit-il avec un sourire qui tremblait à peine. Marguerite s'effaça pour les laisser entrer. La porte se referma derrière eux, isolant de nouveau ce foyer du monde extérieur. Un silence lourd s'installa, chargé de ce qui n'avait pas été dit. « Je sais que je n'aurais peut-être pas dû revenir si tôt, » dit Georges. « Mais je ne pouvais pas rester sans m'expliquer. » Marguerite inspira profondément. « Je pensais que vous aviez compris, » répondit-elle, « que partir était la seule solution. » Il secoua la tête. Partir n'est jamais une solution quand la vérité n'a pas été dite. Son regard glissa vers la table, s'arrêta sur la feuille froissée. Il reconnut aussitôt l'écriture, la phrase qu'il connaissait trop bien. Son visage se figea. « Vous l'avez trouvé, » murmura-t-il. Marguerite acquiesça. Elle s'approcha de la table, prit la lettre, la tendit à Georges sans un mot. Leurs doigts se frôlèrent, et ce contact, si simple, raviva une émotion qu'ils avaient tenté de contenir. « Je ne savais pas, » dit-elle enfin. « Je ne savais pas ce qu'il portait en lui. » Georges lut la lettre une nouvelle fois. Lorsqu'il releva les yeux, ils étaient brillants. « C'est cette lettre qui m'a conduit jusqu'ici, » avoua-t-il. « Je ne savais pas à qui elle appartenait. Je ne savais pas que c'était lui. » L'enfant les regardait inquiet, comme s'il craignait d'avoir causé un mal irréparable. « Tu n'as rien fait de mal, » dit Georges en s'adressant à lui. « Parfois, dire ce que l'on ressent est la chose la plus courageuse qui soit. » Marguerite observa cette scène, le cœur serré. Elle vit dans le regard de Georges une tendresse sincère, dépourvue de condescendance ou de pitié. Elle sentit ses propres défenses vaciller. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-elle à voix basse. Il s'approcha d'elle, lentement, s'arrêta à une distance respectueuse. « Parce que je ne pouvais pas vous laisser croire que ce que je ressens n'est qu'une erreur, » répondit-il. « Je ne vous ai pas approché par charité. Je suis resté parce que j'en avais envie, parce que votre force, votre dignité m'ont touché plus que je ne l'aurais cru possible. » Elle détourna les yeux bouleversée. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi, » murmura-t-elle. « Espérer est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Il répondit sans élever la voix. « Je ne vous demande pas d'espérer. Je vous demande de me laisser prouver que je peux rester. » Ces mots, si proches de ceux écrits par l'enfant, résonnèrent dans la pièce avec une intensité presque douloureuse. Marguerite sentit ses larmes monter de nouveau. « Et si rester vous coûte trop cher ?» demanda-t-elle. « Alors j'en paierai le prix, » répondit-il simplement. Ils se regardèrent longuement. Dans cet échange silencieux, tant de choses furent dites. La peur, le désir, la retenue, l'espoir. Aucun d'eux ne fit un pas de plus, mais la proximité de leur corps rendait la tension presque insoutenable.
Marguerite inspira profondément. « Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, dit-elle. Je ne sais pas encore si je suis capable de... »« Je le sais, l'interrompit-il avec douceur. Je n'attends pas une promesse, seulement la vérité. » Elle hocha lentement la tête. Dans ce geste, Georges lut une ouverture fragile mais réelle. La soirée tomba doucement sur la Croix-Rousse. Le poêle diffusait une chaleur régulière. L'enfant, rassuré, s'endormit plus tôt que d'habitude, le visage apaisé. Marguerite et Georges restèrent seuls, assis face à face, séparés par la table, mais liés par ce qu'ils venaient de partager. La lettre reposait entre eux. Elle n'était plus seulement un vœu d'enfant. Elle était devenue une révélation, un miroir tendu à leur cœur. Et dans le silence qui suivit, chacun comprit que plus rien ne pourrait être comme avant. La ville semblait retenir son souffle. Depuis l'aube, un froid sec s'était abattu sur Lyon, et la neige, fine et obstinée, recommençait à tomber, recouvrant les rues d'un voile presque solennel. Marguerite se leva avec une détermination nouvelle. Elle ne savait pas encore comment la journée se déroulerait, ni quelles paroles seraient prononcées, ni quelle porte se fermerait ou s'ouvrirait devant elle. Mais elle savait une chose, elle n'avancerait plus dans l'ombre. Georges l'attendait près de la fenêtre, le manteau déjà sur les épaules. Il se tourna vers elle dès qu'elle entra dans la pièce. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension silencieuse qui n'avait plus besoin d'être expliquée. La lettre reposait encore sur la table, pliée avec soin, comme un témoin muet de ce qui les liait désormais. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il doucement. Marguerite inspira profondément. Elle hocha la tête. « Autant que je peux l'être ?» Il lui offrit son bras sans la toucher, un geste ancien, respectueux. Elle hésita une fraction de seconde, puis accepta. Ce simple contact, si contenu, lui donna une force inattendue. Ensemble, ils franchirent le seuil. La salle où devait se tenir la confrontation était froide et impersonnelle. Les murs de pierre résonnaient du murmure des voix, des froissements de manteaux humides. Des hommes de l'atelier étaient là, ainsi que quelques représentants de maisons de soierie. Dans un coin, Marguerite reconnut le contremaître. Il évitait son regard. Les murmures redoublèrent à leur entrée. Certains se turent brusquement, d'autres chuchotèrent, avec plus d'insistance encore. Marguerite sentit ses regards se poser sur elle, lourds de soupçons. Mais elle ne baissa pas les yeux. Elle marcha droit, la tête haute, consciente que chaque pas était une affirmation de sa dignité. Georges s'avança le premier. Il ne chercha pas à imposer sa présence, mais elle s'imposa d'elle-même. Son calme, sa posture, la gravité de son regard forcèrent le silence. « Nous sommes réunis, dit-il d'une voix claire, pour que la vérité soit dite. » Un homme se racla la gorge. « Il s'agit d'un motif disparu, commença-t-il. Nous avons des raisons de croire. »« Des raisons, interrompit Georges sans élever la voix, ou des suppositions ?» Le ton changea aussitôt. Marguerite sentit une tension parcourir la salle. Le contremaître se redressa, visiblement mal à l'aise. « Nous avons retrouvé le motif ailleurs, dit-il, et cette femme l'a travaillé. » Marguerite fit un pas en avant. Son cœur battait fort, mais sa voix resta ferme. « J'ai travaillé ce motif sur commande, dit-elle. Je ne l'ai jamais soustrait. J'ai demandé que l'on vérifie les registres. On a refusé. » Georges sortit alors des documents qu'il posa sur la table. « Voici les registres, dit-il, et voici les dates de livraison. Elles ne correspondent pas à ce que vous avancez. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les hommes se penchèrent, examinèrent les papiers. Marguerite observa la scène avec une émotion contenue. Elle voyait la vérité se frayer un chemin, lentement mais sûrement. « Il y a plus, poursuivit Georges. Le motif a été vu entre les mains d'un intermédiaire avant même la date à laquelle on accuse Madame Morel de l'avoir volé. » Le contremaître pâlit. « C'est faux, protesta-t-il. « Alors expliquez cela, répliqua Georges en désignant une signature. Le silence devint lourd, presque oppressant. Marguerite sentit ses doigts trembler légèrement. Elle serra les poings, se força à rester immobile. L'homme balbutia quelques mots incohérents. Les regards se tournèrent vers lui, accusateurs. L'un des représentants secoua lentement la tête. « On a voulu calmer des tensions, » dit-il enfin. Il fallait un responsable. Ces mots, prononcés à voix basse, eurent l'effet d'une déflagration.
Marguerite sentit une vague de colère et de soulagement l'envahir en même temps. Elle s'avança de nouveau, incapable de se taire plus longtemps. « Je n'étais pas un responsable, » dit-elle. « J'étais une cible. » Sa voix résonna dans la salle, claire, sans trembler. « On m'a choisi parce que j'étais seul, parce que je n'avais pas de nom pour me défendre, parce que mon travail valait moins que votre confort. » Un silence profond suivit. Certains baissèrent les yeux. D'autres semblèrent enfin comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. Georges se tourna vers Marguerite. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de l'homme, elle lut une fierté sincère, dépourvue de paternalisme. Il se tourna ensuite vers l'Assemblée. « Madame Morel est innocente, déclara-t-il, et toute tentative de maintenir le doute serait une injustice de plus. » Un homme prit la parole, hésitant. « Il faudra réparer. » Marguerite sentit un frisson parcourir son dos. Ce mot, réparation, sonnait presque creux après ce qu'elle avait vécu. Elle répondit avant que Georges ne le fasse. « Je ne demande pas la charité, dit-elle. Je demande que mon nom soit lavé. Rien de plus. » Un murmure d'approbation s'éleva. Le contremaître fut sommé de se retirer. Les documents furent consignés. La décision tomba, claire et irrévocable. Marguerite Morel était blanchie de toute accusation. À cet instant précis, Marguerite sentit ses jambes faiblir légèrement. Elle inspira profondément, chercha l'air. Georges s'approcha d'elle sans la toucher, mais assez près pour qu'elle sente sa présence. « C'est fini », murmura-t-il. Elle ferma les yeux un instant, laissant la tension retomber. Lorsqu'elle les rouvrit, elle croisa un regard qu'elle n'oublierait jamais, celui d'un homme qui avait choisi de se tenir à ses côtés, non par devoir, mais par conviction. Cependant, à peine la salle commençait-elle à se vider, qu'une voix s'éleva, acérée. « Et pourquoi tant d'acharnement ?» Marguerite se retourna. Hélène de Montferrand se tenait là, élégante, le regard brillant d'une curiosité cruelle. « Pourquoi défendre avec tant de ferveur une simple ouvrière ?» poursuivit-elle. « On pourrait croire à un intérêt personnel. » Le silence se fit à nouveau. Marguerite sentit la brûlure de cette insinuation. Elle s'apprêtait à répondre, mais Georges parla le premier. « Parce que la justice n'a pas de rang, » dit-il calmement, « et parce que je refuse de détourner le regard. » Hélène esquissa un sourire ironique. « Ou parce que vous avez perdu toute mesure. » Georges la regarda longuement, sans colère. « Si la mesure consiste à accepter l'injustice pour préserver son confort, répondit-il, alors oui, je l'ai perdu. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration. Marguerite sentit son cœur se serrer. Elle comprit alors que Georges venait de franchir une ligne invisible. Il ne se contentait plus de défendre la vérité. Il s'exposait. Ils quittèrent la salle ensemble. Dehors, la neige tombait plus fort, effaçant peu à peu les traces de pas. La ville semblait plus silencieuse, presque respectueuse. Ils marchèrent côte à côte, sans parler d'abord. Chacun reprenait son souffle, mesurait les conséquences de ce qui venait de se produire. Marguerite fut la première à rompre le silence. « Vous n'étiez pas obligé d'aller si loin, » dit-elle. Il se tourna vers elle. « Si, » répondit-il simplement. « Je l'étais. » Elle s'arrêta, le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi ?» Il hésita une seconde, puis parla avec une franchise désarmante. « Parce que vous méritez mieux que le doute. Parce que je ne pouvais pas me taire et continuer à me regarder dans un miroir. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle sentit ses défenses s'effriter. « Vous savez ce que cela va vous coûter, » dit-elle. « Je le sais, » répondit-il, « et je l'accepte. » Ils reprirent leur marche. À mesure qu'ils avançaient, Marguerite sentit un changement s'opérer en elle. La peur n'avait pas disparu, mais elle était désormais accompagnée d'une certitude nouvelle. Elle n'était plus seule. Arrivé devant la porte de son logement, Georges s'arrêta. Il sembla hésiter, comme s'il craignait de dire trop, ou pas assez. « Marguerite, » dit-il doucement, « je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais ce que je ressens aujourd'hui. » Elle le regarda, le souffle court. « Et qu'est-ce que vous ressentez ?» demanda-t-elle, presque malgré elle. Il s'approcha d'un pas, sans envahir son espace. Une admiration profonde, et un attachement que je ne veux plus nier. Le silence qui suivit fut chargé d'une émotion intense. Marguerite sentit ses mains trembler. Elle inspira lentement.
Je n'ai pas encore toutes les réponses, dit-elle, mais aujourd'hui, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu. Quoi donc? Demanda-t-il. Elle soutint son regard. Le droit de croire que la vérité peut triompher. Ils restèrent ainsi, face à face, sous la neige qui tombait doucement autour d'eux. Aucun geste ne vint rompre cet instant. Tout était dans leur regard, dans cette promesse silencieuse qu'ils n'osaient encore formuler à voix haute. Derrière la porte, la lettre reposait toujours sur la table. Elle n'était plus seulement un vœu. Elle était devenue le fil invisible qui avait conduit la justice jusqu'à eux et qui désormais les liait d'une manière irréversible. La nuit tomba sur Lyon avec une douceur inattendue, comme si la ville, enfin apaisée, consentait à respirer. La neige cessait par intermittence, laissant paraître des éclats de lumière sous les lanternes. Marguerite referma la porte derrière elle et s'adossa un instant au bois, les yeux clos. La journée avait été longue, éprouvante, mais une clarté nouvelle s'était installée en elle. La justice avait parlé. Il restait pourtant l'essentiel à comprendre, ce qu'elle était prête à accueillir désormais. Georges demeurait debout au milieu de la pièce, le manteau posé sur une chaise, les gants soigneusement rangés. Il regardait autour de lui avec une attention grave, comme si chaque objet avait pris une valeur nouvelle. Ce lieu modeste, témoin de leur épreuve, était devenu un espace de vérité. Il se tourna vers Marguerite lorsqu'elle s'approcha, et leurs regards se rencontrèrent dans un silence chargé d'émotion. « Je ne veux pas que cette journée se termine sur des non-dits, » dit-il doucement. Elle acquiesça, le cœur battant. « Moi non plus. » Ils s'assirent, face à face, la table entre eux. La lettre reposait toujours là, pliée, comme un fil invisible reliant leurs pas. Georges la regarda, puis leva les yeux vers Marguerite. « Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, » commença-t-il, « et que je dois vous dire ce soir. » Elle sentit une tension familière, cette peur d'entendre une vérité trop lourde. Elle inspira profondément et l'encouragea d'un léger signe de tête. « Lorsque j'étais plus jeune, poursuivit-il, j'ai été témoin d'une injustice. Une femme comme vous, talentueuse et sans protection, a été accusée à tort. J'avais le pouvoir d'intervenir. Je ne l'ai pas fait. » Sa voix se fit plus basse. « Je me suis tu pour préserver ma position. Le scandale qui s'ensuivit m'a poursuivi longtemps, non pour ce que l'on disait, mais pour ce que je savais. » Marguerite l'écoutait sans l'interrompre. Elle comprenait peut-être mieux que quiconque ce que coûtait le silence. « Depuis ce jour, » continua-t-il, « j'ai tenté de réparer, de donner, d'agir dans l'ombre. Mais je n'avais jamais eu le courage d'affronter publiquement ce que je craignais de perdre. Jusqu'à vous. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne veux plus bâtir quoi que ce soit sur un mensonge ou une omission, » répondit-il. « Et parce que je veux que vous sachiez que mon choix aujourd'hui n'est pas né d'une impulsion mais d'une décision. » Le silence qui suivit fut profond, presque solennel. Marguerite posa la main sur la table près de la sienne, sans le toucher. Cette proximité suffisait à dire ce qui les unissait désormais. « Vous avez choisi, » murmura-t-elle, « et ce choix vous coûtera. » Il esquissa un sourire grave. « Je l'ai déjà payé. Ce qui me reste à apprendre, c'est comment rester. » À cet instant, la porte s'ouvrit doucement. Le petit garçon entra, encore à moitié endormi, attiré par les voix. « Maman » dit-il en se frottant les yeux. Marguerite se leva aussitôt et l'attira contre elle. « Tout va bien, mon cœur. » Il regarda Georges, hésitant, puis s'approcha. « Tu reviens ?» demanda-t-il sans détour. Georges s'agenouilla pour être à sa hauteur. Il ne répondit pas tout de suite. Il chercha le regard de Marguerite, comme pour s'assurer de son accord. Elle hocha la tête, imperceptiblement. « Oui, » dit-il enfin, « je reviens, et je reste. » L'enfant sourit, un sourire plein et confiant. Marguerite sentit une chaleur intense envahir sa poitrine. Elle comprit alors que la promesse la plus difficile n'était pas celle faite à elle, mais celle tenue devant cet enfant. Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme nouveau, traversés pourtant de tensions discrètes. Les salons bruissaient encore. Certains se détournaient de Georges, d'autres l'observaient avec une curiosité mêlée de crainte.
Il reçut des lettres, des avertissements à peine voilés. Il les lut sans trembler, conscient que chaque refus, chaque silence, était un pas de plus vers une vie choisie. Marguerite, de son côté, retrouva l'atelier. Elle y entra la tête haute, saluée par des regards qui n'osaient de plus la juger. Elle reprit son travail avec une application sereine. Son nom avait été lavé. Mais plus encore, elle avait retrouvé une confiance qu'elle croyait perdue. Un soir, alors que la ville s'illuminait pour Noël, Georges l'invita à marcher. La neige tombait doucement, comme une bénédiction silencieuse. Les lanternes dessinaient des halos dorés sur les pavés. « Je ne veux pas vous offrir une promesse vague, » dit-il en s'arrêtant sous un réverbère. « Je veux vous offrir un choix. » Il la regarda avec une intensité contenue. « Je suis prêt à affronter les conséquences, à réapprendre ma place, à construire sans dominer, mais je ne ferai rien sans votre consentement. » Marguerite sentit ses mains trembler légèrement. Elle pensa à sa vie, à ses renoncements, à la peur qui l'avait longtemps guidée. Elle pensa aussi à la lettre, à ce vœu d'enfant devenu vérité. « Je ne veux pas être sauvée, dit-elle. « Je ne veux pas vous sauver, répondit-il aussitôt. Je veux marcher à vos côtés. » Ces mots dissipèrent les dernières résistances. Elle s'approcha d'un pas, assez près pour sentir la chaleur de sa présence. « Alors restez, dit-elle simplement. Ils ne s'embrassèrent pas. Le moment n'en avait pas besoin. Leurs regards se suffisaient, porteurs d'une promesse plus profonde que n'importe quel geste. La veille de Noël, la maison était baignée d'une lumière douce. Une petite branche de sapin ornait la table. L'enfant aidait Marguerite à disposer quelques bougies. Georges entra, les bras chargés non de présents somptueux, mais de choses simples. Du pain, des fruits, un livre. Ils s'assirent ensemble. Le silence qui s'installa n'était plus lourd, mais plein. Georges posa sa serviette, regarda l'enfant, puis Marguerite. « Je suis là, dit-il. » Ces mots, prononcés sans emphase, eurent l'effet d'un serment. Marguerite sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne les retint pas. Elle posa sa main sur celle de Georges. Enfin. Le contact était chaud, rassurant. Tout ce qu'elle avait craint de perdre se trouvait là, dans ce geste simple. Dehors, Lyon brillait sous la neige. Les rumeurs s'éteignaient peu à peu, remplacées par d'autres histoires. À l'intérieur, un foyer s'était formé, non par hasard, mais par choix. La lettre reposait désormais dans un tiroir, non comme un souvenir douloureux, mais comme un rappel de ce qui avait été osé. Marguerite regarda Georges, puis son fils. Elle comprit alors que le bonheur n'était pas une récompense accordée, mais une décision renouvelée chaque jour. Et ce Noël-là, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un resta. 8 ans avaient passé, et Lyon n'était plus tout à fait la même. Les rues de la Croix-Rousse conservaient leur pente exigeante, mais les ateliers s'étaient ouverts à la lumière, les voix y résonnaient avec moins de peur. On parlait davantage de droits, de contrats écrits, de reconnaissance du travail. Rien n'était parfait, mais quelque chose avait changé, lentement, irréversiblement, comme si certaines injustices, une fois nommées à voix haute, refusaient désormais de se taire. Ce matin-là, un soleil pâle éclairait la ville. La neige n'était pas tombée depuis plusieurs jours, mais l'air portait encore l'odeur de l'hiver. Marguerite ouvrit les volets avec un geste familier. Ses cheveux, désormais relevés avec une élégance simple, portaient quelques fils d'argent qu'elle ne cherchait plus à cacher. Elle inspira profondément, reconnaissante de ce calme qui n'était plus fragile, mais solide. La maison était plus grande qu'autrefois, sans être ostentatoire. Elle n'avait rien perdu de sa chaleur. Les murs gardaient la mémoire des rires, des discussions tardives, des silences partagés. Sur une étagère, des livres s'alignaient près de tissus soigneusement pliés. Le passé et le présent y cohabitaient sans s'opposer. Dans la pièce voisine, Georges attachait sa cravate avec un soin tranquille. Le temps avait adouci ses traits sans amoindrir leur gravité. Il n'avait pas perdu son regard attentif, ni cette retenue qui avait toujours été sa force. Il s'était éloigné de certains cercles, avait renoncé à des alliances confortables, mais il avait gagné quelque chose que l'or ne compensait pas, la paix de se reconnaître dans ses choix. « Tu es déjà debout ?» demanda-t-il en rejoignant Marguerite près de la fenêtre. « Je voulais voir la lumière, » répondit-elle avec un sourire.
Il posa une main sur son épaule, geste devenu naturel, intime sans être démonstratif. Ils restèrent un instant à regarder la ville, silencieux. 8 ans n'avaient pas émoussé cette capacité à se taire ensemble. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Un jeune homme entra, grand, droit, le regard clair. « Maman » dit-il en déposant un manteau. « Tout est prêt à l'atelier. » Marguerite le regarda avec une fierté contenue. Il n'était plus l'enfant qui écrivait des vœux maladroits. Il avait grandi dans un foyer où la parole avait une valeur, où l'on apprenait que rester était un acte, pas une promesse vide. « Merci », répondit-elle. « Nous arrivons. » L'atelier qu'elle dirigeait désormais portait son nom, non par vanité, mais par réparation. Elle n'y travaillait plus seule. D'autres femmes, autrefois invisibles, y trouvaient une place, une voix. Marguerite n'avait jamais cherché à devenir un symbole, mais elle l'était devenue malgré elle. On la respectait pour son talent, mais surtout pour sa droiture. Georges avait soutenu ce projet sans jamais l'imposer. Il avait appris à accompagner sans diriger, à offrir sans écraser. Ce renoncement lui avait coûté des relations, des privilèges, parfois même l'estime de certains. Hélène de Montferrand, par exemple, avait vu son influence décliner. Elle n'avait pas payé par le scandale, mais par l'oubli, ce prix discret que la société inflige à ceux qui n'évoluent pas. Ils sortirent ensemble. La ville les accueillit sans murmure. Les regards étaient neutres, parfois chaleureux. Le scandale avait cessé d'exister. Il ne restait que l'histoire, transmise à voix basse, comme une leçon. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait, Marguerite rentra plus tôt que prévu. Elle monta l'escalier, ouvrit la porte doucement. La maison était silencieuse. Sur la table, une enveloppe reposait, familière. Elle sourit. La lettre n'était plus cachée depuis longtemps. Elle avait jauni davantage. Les plis s'étaient accentués. Mais les mots étaient intacts. Marguerite la prit, la relut comme on relit une prière ancienne. Elle se souvenait du choc, de la douleur, de la révélation. Elle se souvenait surtout de ce que cette lettre avait osé demander, un papa qui reste. Des rires montèrent de l'étage. Marguerite leva les yeux. 2 enfants dévalaient l'escalier se poursuivant, pleins d'énergie. Ils se jetèrent dans ses bras, parlant en même temps, racontant 1000 choses sans importance et pourtant essentielles. Georges apparut derrière eux, les observant avec une tendresse silencieuse. Leur amour avait résisté au temps non par l'absence d'épreuves, mais par une fidélité quotidienne. Ils s'étaient disputés, avaient douté, s'étaient parfois fait peur. Mais ils avaient appris à revenir l'un vers l'autre, à se parler avant que le silence ne devienne une arme. Ils s'assirent ensemble près du poêle, comme autrefois. La lumière du soir enveloppait la pièce d'une douceur dorée. « Tu te souviens de ce premier hiver ?» demanda Georges. Marguerite hocha la tête. « Je m'en souviens chaque jour. » Elle posa sa main sur la sienne. Ce geste si simple portait 8 années de choix, de renoncement, de courage partagé. Dehors, Lyon poursuivait sa route, imparfaite mais un peu plus consciente. À l'intérieur, un foyer tenait bon, non par hasard, mais parce que quelqu'un avait osé écrire un vœu et que 2 adultes avaient eu le courage d'y répondre. Le temps passait. L'amour restait. Conclusion. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne naît pas du confort, mais du courage. Du courage de dire la vérité quand le silence protège, du courage de rester quand partir serait plus simple, du courage de croire que la dignité n'a pas de rang. Marguerite et Georges nous enseignent que l'amour qui dure n'est pas celui qui promet tout, mais celui qui choisit chaque jour de ne pas abandonner. À travers les hivers, les rumeurs et les renoncements, leur lien a résisté parce qu'il s'est construit sur le respect, l'écoute et la vérité partagée. Et si quelque chose change vraiment le monde, ce ne sont pas les scandales, mais les cœurs qui osent rester droits quand tout pousse à se courber. Si cette histoire vous a touché, ému ou simplement accompagné un instant, dites-le nous en commentaire. Écrivez le mot « rester », un mot qui résume toute cette histoire, pour que nous sachions qui est arrivé jusqu'ici, qui a marché jusqu'au bout de ce chemin avec nous. Si vous souhaitez soutenir le travail qui rend possible ces récits, vous pouvez envoyer un super thanks sur YouTube du montant que vous voulez ou pouvez.
Chaque geste compte et nous permet de continuer à raconter des histoires qui touchent le cœur. Et si ce n'est pas possible, partager cette histoire avec quelqu'un que vous aimez est déjà une aide précieuse. N'hésitez pas aussi à découvrir d'autres romances de cette époque que nous vous laissons dans les cartes. D'autres destins, d'autres combats, d'autres amours vous y attendent. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et surtout, merci d'être resté.